Mesdames, Messieurs, chers amis, si vous me permettez cette expression, parce qu'il me semble que j'ai quelques amis dans cette salle que je retrouve avec plaisir. Je vous souhaite la bienvenue dans votre Assemblée nationale. Je suis très heureux de vous y accueillir aujourd'hui, après 3 années bientôt passées sous d'autres cieux, sous d'autres sphères. Je suis très heureux de retrouver un certain nombre d'entre vous. Je crois que cette salle a rarement réuni autant de scientifiques, autant de chercheurs, autant de gens qui réfléchissent vraiment. Elle accueille généralement plus souvent des députés. Faudra couper ça au montage, hein, si possible. Je m'en réjouis car il est indispensable de renforcer les relations entre les scientifiques d'une part et les citoyens et leurs représentants d'autre part. La Covid-19 a pu nous le démontrer il y a quelques années, comme le font aujourd'hui le dérèglement climatique ou encore la tendance mondiale au révisionnisme et aux vérités alternatives. Vous êtes absolument indispensable aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons. Je vous remercie donc infiniment de votre présence. Je suis particulièrement reconnaissant de l'aide précieuse qu'a apporté le CTHS, notamment Brigitte Zanda, dans l'organisation de cette journée. Je remercie aussi par avance chacun des intervenants qui vont se succéder au micro aujourd'hui pour nous transmettre leur savoir et stimuler notre réflexion. J'adresse enfin mes derniers remerciements aux parlementaires présents et à leurs collaborateurs. Ils seront malheureusement peu nombreux, veuillez les en excuser, étant pris par leur devoir de représentation. Le lundi est généralement une journée consacrée à la présence en circonscription, mais aussi pour certains d'entre eux à leur participation à l'examen de loi sur le narcotrafic en hémicycle qui va reprendre aujourd'hui. Et d'ailleurs, je serai peut-être parfois obligé de vous abandonner pour un vote sur un amendement ou un article de ce projet de loi. Néanmoins, je sais que mes collègues de la Commission des affaires culturelles en particulier seront très intéressés par les conclusions écrites qui seront réalisées à partir de nos discussions et que je leur transmettrai personnellement. En effet, les parlementaires sont sensibles aux pistes de progression qui vont être proposées aujourd'hui en matière de réglementation du patrimoine des sciences naturelles. Il est vrai qu'à l'évocation du terme patrimoine, mes collègues et moi, comme probablement beaucoup de citoyens d'ailleurs encore, pensons d'abord aux monuments. Nous avons la chance en France d'en avoir partout, presque dans chaque village. C'est un patrimoine que nous admirons, que nous utilisons, voire que nous habitons parfois. Et de nombreux parlementaires étant d'anciens élus locaux, ils ont généralement été marqués par la dégradation de ce patrimoine communal et par l'énergie et les financements que nécessitait leur restauration. Ils l'ont souvent vu comme une opportunité économique et sociale pour l'attractivité de leur territoire, le tourisme ou l'emploi local. La visibilité de la détérioration de ce patrimoine immobilier et l'attachement des Français à celui-ci, comme l'a reflété l'émoi suscité par l'incendie de Notre-Dame, ont pu conduire à une priorisation de sa protection. Notre histoire et notre législation ont d'ailleurs fait de même. C'est en réaction aux destructions engendrées notamment par la Révolution française que nous avons développé une politique publique de protection du patrimoine. Et à cette époque, vous le disiez, il n'était entendu qu'au sens de monuments historiques qui sont l'unique objet de la loi sur le patrimoine de 1887. Il faut dire que l'objectif de cette protection était alors de rappeler, de révéler la grandeur de notre nation, celle-ci étant considérée comme proportionnelle d'une certaine manière au nombre de chefs-d'œuvre qu'elle comptait. Heureusement, cette conception a évolué, notamment sous l'impulsion d'André Malraux, qui a élargi dans les années 60 la définition du patrimoine en y incorporant les ensembles urbains historiques. Les politiques publiques s'intéressent alors à l'authenticité des centres-villes et ne regardent plus les édifices isolément, mais les reconnaissent comme intégrés dans un ensemble architectural plus vaste. Progressivement, les beaux-arts, l'archéologie, la musique, le cinéma, la littérature entrent dans le champ du patrimoine qui n'est plus que religieux ou noble, mais devient contemporain, populaire, rural. Dans les années 80, avec l'influence de Jack Lang notamment, la réglementation du patrimoine évolue encore avec la collaboration des citoyens et s'ouvre au patrimoine ethnographique, naturel et même immatériel. Enfin, la société française décide de ne plus seulement protéger ses propres constructions et créations, mais de valoriser aussi les trésors de la nature. Elle a en fait réorienté ses objectifs de la création d'un roman national vers la préservation de son identité, voire de ses identités multiples, visuelles, culturelles, sociales.
c'est ce que nous sommes ne résidant pas seulement dans ce que nous avons bâti, mais aussi dans ce qui nous entoure, l'environnement avec lequel nous interagissons. L'homme réalise enfin que certains sites naturels sont précieux et qu'il faut en assurer la protection pour éviter leur disparition. Cette évolution historique puis réglementaire de la protection du patrimoine met en lumière le changement de mentalité et dit beaucoup des choix réalisés par une société à chaque époque. La protection de notre patrimoine est en effet le fruit des choix politiques, affectifs, sociétaux. Dès lors, notre patrimoine dit autant de notre passé que la protection que nous lui accordons dit de notre présent. Bien que la restauration du patrimoine immobilier ait encore une place importante dans leurs priorités, les élus se sont pleinement emparés de cette évolution. Ils accompagnent et mettent en valeur les fouilles archéologiques préventives, ils s'intéressent à la protection des spécificités culturelles des territoires, une rue marchande, un savoir-faire industriel. C'est ainsi que l'une des dernières lois adoptées par le Parlement en la matière a visé la protection du patrimoine sensoriel des campagnes françaises. J'ai moi-même œuvré dans une vie professionnelle antérieure pour l'inscription du patrimoine gastronomique des Français au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Les politiques se sont aussi emparés des réflexions contemporaines qu'engendre la conservation de notre patrimoine, puisque les autres textes de loi qui nous ont occupés dans le domaine du patrimoine depuis que j'ai été élu en 2022 ont trait à la restitution de certains biens culturels et des restes humains. Ces textes ont accompagné des questionnements que se posaient les professionnels autour de la patrimonialisation et du champ de notre patrimoine culturel. Doit-on conserver tout ce qui est entré dans nos collections ou peut-on remettre en question l'entrée de certains biens, qu'ils aient été acquis illégalement ou non ? Ce sens critique est là encore le témoin de l'évolution de notre société et des objectifs que nous souhaitons donner à la protection de notre patrimoine. Protéger nos identités, c'est aussi favoriser la mémoire, et toutes les mémoires. C'est une réflexion qui a conduit le milieu culturel et la société tout entière à s'interroger ces dernières années sur la valorisation de certaines statues, par exemple, et aujourd'hui sur la patrimonialisation de certains biens. Doit-on conserver des biens qui ont été arrachés à leur terre d'origine et qui constituent l'identité d'un autre peuple ? La protection de notre patrimoine n'implique pas de conserver pour conserver. Nous disons souvent que le patrimoine est un héritage dont nous sommes les dépositaires, mais le dépôt ne se limite pas à un simple gardiennage. Il nous faut donner un sens à la protection que nous lui réservons. Nous devons, nous aussi, définir notre patrimoine pour que les générations futures, à qui nous le transmettrons, héritent également de l'identité de notre société actuelle, même si celle-ci décide de réduire une petite partie de son patrimoine, cette réduction ne devant pas être vue comme une perte, mais comme la trace d'une évolution historique et humaine. Ce sens que nous souhaitons donner à notre patrimoine peut aussi être celui de l'intérêt de la recherche. Nous conservons des biens pour les étudier aujourd'hui et à l'avenir afin d'augmenter notre connaissance de l'histoire de l'humanité et du monde. Je crois que c'est cet objectif qui légitime le plus la protection du patrimoine des sciences naturelles, tant la biologie, la chimie, la géologie nous aident à comprendre notre passé et à préparer notre avenir. Sa protection est d'autant plus importante que ce patrimoine est fragile et mondial. Il requiert des réglementations adaptées à sa spécificité et de la collaboration internationale. Si nous considérons que notre patrimoine est un outil d'apprentissage et d'éducation, sa relation avec le grand public est aussi primordiale. Sa mise à disposition ou non doit être pensée, tout comme la sensibilisation, voire la participation des citoyens à sa protection. La connaissance du patrimoine, c'est aussi l'apprentissage des raisons et des méthodes de sa conservation. À l'inverse, les professionnels peuvent apprendre du public et de ses connaissances traditionnelles et orales. La constitution et la protection du patrimoine nous concernent donc toutes et tous. C'est pour toutes ces raisons que j'écouterai avec attention les interventions prévues qui présenteront les problématiques afférentes à la valorisation des collections, aux besoins de législation autour du patrimoine d'histoire naturelle, à la relation avec les amateurs et aux spécificités du patrimoine naturel et des différentes collections. Parce que j'ai moi-même été confronté à chacune de ces thématiques dans le cadre de mes travaux sur les restes humains. J'ai en effet été, vous le rappeliez, le rapporteur à l'Assemblée nationale de la loi de 2023 visant à restituer les restes humains contenus dans nos collections publiques aux États étrangers qui en feraient la demande. Et j'ai rendu un rapport
puis écrit une nouvelle proposition de loi pour prévoir le même dispositif à l'égard des citoyens français, notamment d'outre-mer, qui réclameraient la restitution des restes de leurs ancêtres. Dans ce cadre, je me suis demandé le sens de ces collections de restes humains que nous possédons. Elles ne sont déjà plus exposées au grand public la plupart du temps, par respect pour la dignité des personnes à qui appartenaient ces restes, mais sur le même fondement devraient-elles tout simplement continuer d'exister, ces collections? La réponse n'est pas si évidente, car il n'est naturellement pas question de les détruire, ni d'entièrement les restituer, puisque nous les connaissons très mal et nous n'en connaissons pas toujours l'origine, la provenance exacte. Donc, dès lors qu'elles existent, ces collections, que devons-nous en faire? Continuer à simplement les conserver, au risque de blesser les personnes qui contestent leur mise en réserve, ou leur donner du sens en effectuant des recherches pour connaître l'histoire de ces collections et de ces individus? Et ces recherches doivent-elles être faites au nom de la science, de la transmission du savoir ou de la mémoire? Si elles sont réalisées au nom de la science, alors elles impliquent de rester entre les mains des scientifiques pour qu'elles puissent s'accroître grâce au progrès technique. Si elles sont faites au nom de la transmission du savoir, elles doivent être partagées au grand public pour que les conséquences, notamment de la colonisation ou de l'esclavage, soient mises en lumière. Mais si elles doivent l'être au nom de la mémoire et de la dignité, alors ces recherches ne doivent pas être invasives et simplement viser une restitution complète des vestiges à des fins funéraires. Le sens que nous donnons à la protection de ces collections modifie la façon dont nous les conservons et dont nous les valorisons. En outre, si la législation récente permet la restitution des restes humains, elle ne permet que la restitution des vestiges appartenant aux collections publiques. Or, nous trouvons des restes humains dans tout type de collections, archéologiques, universitaires par exemple, mais aussi privées. Pour celles-ci, il y a peut-être un besoin de réglementation supplémentaire, de même que pour clarifier le statut des numérisations réalisées à partir de ces collections. Quant au lien avec le public, il peut être plus important encore dans la gestion de ces collections sensibles. Les documents physiques étant lacunaires, les traditions orales et les traditions locales et les histoires orales peuvent être d'une aide précieuse pour mieux les comprendre, pour mieux appréhender leur provenance, tout en étant utiles à la réconciliation des peuples avec leur histoire commune, aussi douloureuse soit-elle. Ces collections nous imposent plus que d'autres de changer de regard, de faire évoluer nos pratiques et nos habitudes. Si notre patrimoine suit l'évolution de notre société, la législation du patrimoine doit le faire aussi, et j'y serai très attentif. Je vous remercie de m'y aider à l'occasion de cette journée d'études et je vous souhaite une très belle journée de réflexion. Merci.